je le cite, « Nous pouvons tout aussi facilement déterminer quelles opinions sont séditieuses dans la République. Ce sont celles qu'on ne peut soutenir sans supprimer le pacte par lequel chacun a abandonné son droit d'agir à partir de son propre jugement. Par exemple, si quelqu'un pense que le souverain ne relève pas de son propre droit, ou que chacun doit vivre d'après son propre jugement, ou quoi que ce soit d'autre qui contredise directement le pacte, celui qui pense cela est séditieux, non pas tant à cause de son jugement et de son opinion, qu'à cause de l'action que de tels jugements impliquent. Car par cela même qu'il a cette opinion, il rompt tacitement ou expressément la foi qu'il avait donnée au souverain. C'est pourquoi les autres opinions qui n'impliquent pas une action telle que rupture du pacte, vengeance, colère, etc., ne sont pas séditieuses. » Ce passage se comprend d'autant mieux que l'on connaît la position de Spinoza sur le pouvoir absolu de l'État tel qu'il le légitime au chapitre 16. Même si un souverain est tyrannique et s'éloigne, il est séditieux, illégal et répressible de s'y opposer et de tenter de faire se soulever le peuple contre lui. Il s'ensuit que le souverain n'est tenu à aucune loi, mais que tous doivent lui obéir en toutes choses. Car c'est bien à cela que tous ont dû s'engager, tacitement ou expressément, lorsqu'ils lui ont transféré toute leur puissance de se défendre, c'est-à-dire tous leurs droits. Car s'ils avaient voulu se réserver quelque chose, ils auraient dû en même temps se ménager la possibilité de le défendre efficacement. Comme ils ne l'ont pas fait et n'auraient pu le faire sans diviser l'État et par conséquent le détruire, par là même ils se sont soumis sans réserve à la décision du souverain. Puisqu'ils l'ont fait sans réserve, il s'ensuit que, à moins de vouloir être ennemis de l'État et d'agir contre la raison, qui nous conseille de défendre l'État de toutes nos forces, nous sommes tenus d'exécuter absolument tous les commandements du souverain, quand bien même il donnerait les ordres les plus absurdes. Car la raison commande d'exécuter aussi de tels ordres pour, entre deux mots, choisir le moindre. Si l'on me permet la critique, Spinoza compte peut-être plus ici sur les passions que sur la raison. Lui qui sait bien que les passions humaines ne laisseront jamais des lois absurdes durer trop longtemps, alors qu'à ses yeux, la raison doit encourager l'obéissance à des lois absurdes du seul fait que ce sont des lois, que leur respect permet de sauvegarder la paix. Il est difficile de le croire à la lettre, malgré son insistance. Pour lui, le projet même d'une révolution, ce mal apparemment pire que d'obéir à des lois absurdes, est un crime de lèse-majesté, crimen lèse majestatis. Et est dit avoir commis un tel crime le sujet qui a tenté de manière quelconque de ravir le droit du souverain ou de le transférer à un autre, sans faire de différence entre les cas où très clairement cela provoque un dommage ou un avantage pour la République tout entière. Que soit le mode de sa tentative, il a attenté à la majesté de la République et il est condamné à bon droit. En revanche, prenons le cas d'une révolution, d'une insurrection effective. Une fois la révolution effectuée, un nouveau droit est instauré et ce qui n'était pas légitime la veille devient logiquement ce qui fonde le droit le lendemain. Mes réticences à accepter cette doctrine spinoziste sont celles du sens commun, dont il est vrai que Spinoza n'a que faire. Toutefois, la vie de Spinoza elle-même nous apprend que cette obéissance passive totale à l'autorité en place serait une mésinterprétation de ce qu'il veut dire, même si certainement elle illustre une tension réelle. 2 ans après la publication du TTP, soit en 1672, le fragile équilibre politico-religieux de la République hollandaise, décrit par Spinoza, s'effondre dans un soulèvement sans suite à la mise à mort des frères De Witt, symbole du gouvernement des régents. Remplacé suite à cette révolution par celui de la famille d'Orange, Spinoza placarde des pamphlets dans lesquels il condamne la pire des barbaries, Ultimi Barbarorum. N'est-ce pas là un acte séditieux, selon sa propre définition ? Un détour par le contexte historique et religieux entourant la rédaction du TTP nous permettra de mieux comprendre les enjeux de cette réaction. Je passe à ma 4e partie. J'ai cité
au début de cette présentation, la phrase de la préface dans laquelle Spinoza dit qu'il lui est échu cette rare félicité de vivre dans une libre république où l'on reconnaît à chacun une entière liberté d'exercer son jugement et d'honorer Dieu selon sa propre complexion, et où rien n'est tenu pour plus précieux et plus doux que la liberté. Il renchérit au chapitre 20, en des propos hautement laudatifs, le respect de la liberté en son temps à Amsterdam. Prenons comme exemple la ville d'Amsterdam, qui éprouve les effets de cette liberté pour son plus grand profit et avec l'admiration de toutes les nations. Dans cette république si florissante, dans cette ville si prestigieuse, tous les hommes vivent dans la concorde, quelle que soit leur nation et leur secte. Et pour octroyer un prêt à quelqu'un, il se soucie seulement de savoir s'il est riche ou pauvre, s'il agit habituellement de bonne foi ou frauduleusement. Et il n'est absolument aucune secte, si odieuse soit-elle, dont les membres ne soient protégés par l'autorité publique et le soutien des magistrats, pourvu qu'ils n'offensent personne, rendant à chacun le sien et vivant honnêtement. Pierre-François Moreau et Jacqueline Lagré ont une note sur ce passage. Précisant Spinoza Mainzma considère que ce passage est ironique, puisque Spinoza écrit précisément le TTP, cite-t-il, sous l'émoi provoqué par la condamnation puis la mort en prison de son ami Kerbag. Mais en réalité, ils ont certainement raison de penser que le contexte rend cette lecture de Mainzma inacceptable, et qu'il faut en réalité prendre Spinoza à la lettre, puisqu'il cherche à illustrer dans ce paragraphe les bienfaits du respect de la liberté, à l'opposé d'un autre exemple fourni à la suite, qui, lui, illustrera les troubles permanents qui résultent de la répression des opinions religieuses. Tout excessive que puisse paraître la louange, on peut donc la juger de bonne foi. Ce dont parle Spinoza, c'est de tolérance religieuse, où l'État favorise les regroupements et l'insertion de tout le social. Il ne faut cependant pas idéaliser les provinces unies de son temps. Leur indépendance ne date que de 1581, lorsqu'elles s'affranchirent de la tutelle espagnole de Philippe II. Certes, cette fameuse tolérance religieuse garantissait suffisamment la paix civile pour que Descartes déjà, quelques décennies avant la rédaction du TTP, ait choisi d'aller s'y installer, tout catholique qu'il était. Rappelons tout de même que la contrée était officiellement calviniste. Mais elle n'empêchait pas les guerres extérieures, cette paix, reliée en partie, en cet âge d'or de la Hollande, à ses stratégies d'expansion économique et commerciale, et pour une autre partie, à la lutte entre les grands pouvoirs européens de l'époque, en particulier aux visées françaises d'invasion de la Hollande. De manière plus importante, elle était menacée, cette paix, par des tensions internes qui reflétaient les mouvances politiques. Durant toute la première moitié du XVIIe siècle, le pouvoir politique a été l'objet d'un partage difficile entre les stadthouders, traditionnellement de la vieille famille des comtes d'Orange-Nassau, titulaires du pouvoir militaire, et les régents, bourgeois et aristocrates, qui étaient républicains et avaient juridiction sur les villes et les finances publiques. En 1619, le stadtholder Maurice de Nassau, condamné à mort pour trahison, un régent, le grand pensionnaire Oldenbarnevelt, et ouvrait une ère de domination du parti d'Orange, aboutissant en 1650-54 à une tentative d'instauration d'une monarchie. Mais cette tentative échoua et Jean de Witt, chef du parti des régents, fit décréter l'exclusion perpétuelle de la famille d'Orange des charges militaires, puis l'abolition du